Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le président de la République instruit les ministres concernés par le plan national de relance économique d'opérer des réformes structurelles à même d'assurer une exploitation optimale de toutes les potentialités et richesses naturelles nationales, à commencer par les mines dont regorge l'Algérie. En visite dans les wilayas des hauts plateaux, le ministre de la Santé s'est montré rassurant. Il a répondu à plusieurs préoccupations du personnel soignant concernant la prise en charge des malades Covid, notamment la disponibilité de l'oxygène dans les hôpitaux ainsi que les moyens de dépistage. On reviendra sur la situation sanitaire dans le pays avec le porte-parole du comité scientifique de suivi de la pandémie. 495 Covid positifs, 210 guérisons et 9 décès selon le tout récent bilan dévoilé hier par les autorités sanitaires. Nous commémorions ce 5 juillet le 58e anniversaire de la fête de l'indépendance, l'occasion de se remémorer les hauts faits des Chouhada de la glorieuse guerre de libération nationale, mais aussi des pires sévices de l'armée coloniale. Nous sommes allés du côté de Tipaza pour recueillir des témoignages sur le centre de Rdous, un camp de concentration et de détention qui servait à la torture. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu aujourd'hui son Excellence, l'ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume de Suède, Marie-Claire Sward Capra, qui lui a rendu une visite d'adieu au terme de sa mission en Algérie. Et puis ce message de condoléances du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, présenté hier soir à la famille de la jeune avocate Terafi Yasmine, retrouvée assassinée à Imsem Abouira. Face à ce lâche assassinat de la jeune avocate, écrit le président de la République, nous ne pouvons que nous incliner devant son âme pure, priant Dieu d'apporter à sa famille et patience et réconfort, mais sincères condoléances à sa famille et à la corporation des avocats, ajoute Abdelmadjid Tebboune dans son message. À Dieu nous appartenons et à lui nous retournons. On revient ce matin sur la séance de travail présidée hier par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, une réunion consacrée à l'examen du projet de plan national de relance socio-économique à soumettre aux prochaines réunions du Conseil des ministres. Tebboune instruit les ministres concernés d'opérer des réformes structurelles dans le cadre de la politique générale du gouvernement, à même d'assurer une exploitation optimale et transparente de toutes les potentialités et richesses naturelles nationales, à commencer par les mines dont regorge l'Algérie. Le compte-rendu de la réunion avec Karim Haïfa. L'Algérie est un État social et le plan national de relance socio-économique doit le préserver. C'est ce qui ressort de la réunion consacrée à l'examen du projet de plan national de relance socio-économique présidé hier par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, en présence du Premier ministre et les membres du gouvernement concernés par l'élaboration de ce plan. Les ministres qui ont présenté des exposés sur les mesures pratiques visant l'édification d'une nouvelle économie nationale axée sur l'économie du savoir et la gestion rationnelle des richesses nationales, avec une exploitation optimale de toutes les richesses naturelles, à commencer par les mines dont regorge l'Algérie. À cet effet, le chef de l'État a ordonné l'entame de l'exploitation de la mine de fer de Rajbilet dans la wilaya de Tindouf et du gisement de zinc de Oued Amizour dans la wilaya de Béjaïa. Le président de la République a mis par ailleurs l'accent sur l'impératif de générer de la valeur ajoutée dans chaque projet, appelant à explorer toutes les terres, y compris les terres rares, aux fins d'amortir le recul des recettes de l'État. Il a dans ce sens instruit le ministre de l'Industrie à l'effet de présenter les cahiers des charges déjà disponibles lors du prochain Conseil des ministres et d'optimiser les dérivés du pétrole et du gaz en vue de revoir le produit national à la hausse. La mouture finale du plan de relance socio-économique sera présentée à tous les opérateurs économiques algériens
une fois approuvée en Conseil des ministres en tant que feuille de route ayant des délais de mise en œuvre pour faire l'objet d'évaluation à l'expiration de ces échéances. Au terme de la séance de travail, le président de la République a appelé les ministres concernés à entamer immédiatement la recherche des mécanismes efficaces à même de réduire les dépenses inutiles et d'augmenter les revenus à travers l'encouragement de la production nationale, la généralisation de la numérisation et la lutte contre l'évasion fiscale et le gaspillage afin de permettre au pays de surmonter les difficultés conjoncturelles induites par la double crise issue du recul des revenus des hydrocarbures et de la propagation de la pandémie de la Covid-19. Abdelmajid Tebboune, qui a dans le même sillage appelé à s'attaquer avec fermeté à l'argent sale dont les détenteurs veulent entraver l'opération de changement radical amorcée le 12 décembre dernier. Au volet santé, comme vous le savez, les nouveaux cas confirmés de coronavirus en Algérie sont en hausse. 475 Covid positifs, 210 guérisons et 9 décès selon le tout dernier bilan dévoilé hier par les autorités sanitaires. Je vous invite à le découvrir en détail avec le docteur Jamel Fourar, porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus. Écoutez. Aujourd'hui, le mardi 7 juillet 2020, nous allons vous présenter, comme d'habitude, un point de situation concernant l'évolution de la Covid-19 en Algérie depuis le début de la pandémie à ce jour. Pour ce qui est des principaux indicateurs au cours des 24 dernières heures, nous avons enregistré 475 nouveaux cas, 210 patients guéris, 55 patients en soins intensifs et 9 décès. Avec la notification de 475 nouveaux cas au cours des 24 dernières heures, le total cumulé des cas à ce jour est de 16 879 cas, c'est-à-dire une incidence de 38 cas pour 100 000 habitants. 10 wilayas n'ont pas notifié de cas au cours des 24 dernières heures. 16 wilayas ont enregistré entre 1 et 5 cas et 22 wilayas ont enregistré 6 cas et plus. Pour ce qui est des décès, nous avons encore tous les jours enregistré de nouveaux décès, malheureusement. 9 nouveaux décès ont été enregistrés au cours des 24 dernières heures, portant ainsi le total cumulé des cas de décès à 968. 73% des patients décédés sont âgés de 60 ans et plus, et parmi les 9 décès, 5 ont une pathologie chronique associée, soit diabète, soit hypertension, ou les deux à la fois. Pour ce qui est des patients guéris qui ont quitté les établissements hospitaliers, le total de ces patients à ce jour est de 12 094 patients guéris, dont 210 guéris ont quitté les établissements hospitaliers au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des patients en soins intensifs, nous avons malheureusement encore 55 patients en soins intensifs. Pour ce qui est de la situation épidémiologique actuelle avec l'augmentation quotidienne du nombre de cas et de nouvelles infections, nous appelons toute la population à rester vigilante, à respecter de manière drastique les mesures de prévention globale, essentiellement le port de masque qui peut arrêter la transmission du virus parmi la population. Et n'oublions pas toujours de protéger nos aînés et nos parents, surtout ceux qui ont une maladie chronique. En visite à Djelfa, une des wilayas qui ont enregistré une hausse du nombre de cas positifs au Covid-19, le ministre de la Santé s'est montré rassurant. La situation est en main, semble-t-il. Ben Bouzid a affirmé que le manque d'oxygène enregistré dans les hôpitaux de la wilaya est dû finalement à une mauvaise gestion et pour une meilleure gestion de la crise. L'hôpital universitaire de Lerouat a été doté d'un appareil de dépistage Covid. Nakhla Larbi. S'exprimant à partir de Djelfa sur l'indisponibilité de l'oxygène au niveau des hôpitaux qu'il attribue à un problème de distribution, le ministre de la Santé s'est voulu rassurant. Pour les hospitalisations, nous avons convenu avec le premier responsable de la wilaya à ce qu'en cas de saturation, on se tourne vers les hôtels. Concernant l'indisponibilité de l'oxygène, qui pourrait être liée à la demande, si je devais comparer la consommation d'oxygène entre un hôpital qui compte des patients en réanimation et la consommation avant l'apparition de la pandémie, je peux penser qu'on consommait autant ou plus. وين كاين des services de réanimation, des blocs opératoires, je peux penser qu'on consommait autant ou plus. Abdelrahman Ben Bouzid a d'autre part annoncé que le principal établissement hospitalier de la wilaya a été doté d'un laboratoire de dépistage du coronavirus. Concernant le problème lié au nombre de tests, sachez que d'ici la fin de la semaine, il y aura une PCR. Je me suis entretenu avec le directeur général de l'Institut Pasteur qui s'est engagé à ce qu'il y ait une PCR. Sachez que mes collègues et moi, nous ne sommes pas du genre à nous contenter d'une promesse. À l'impossible, nul n'est tenu.
On peut transcender les obstacles et régler rapidement un problème en trouvant des solutions. Le ministre de la Santé de la Population et de la Réforme hospitalière a par ailleurs annoncé que le laboratoire d'analyse du nouveau CHU de la Roate a été équipé d'un appareil de dépistage du Covid-19. Les prestations médicales et tests de dépistage ont commencé hier. Et à partir d'aujourd'hui, 18 communes de Stif confinées de 13h à 5h du matin, devenues un foyer de contamination. Les autorités locales imposent plus de rigueur dans la wilaya qui a enregistré ces derniers jours le nombre le plus important de cas de contamination. Smaïl Belghaitia. La dégradation de la situation sanitaire à Sétif, qui est devenu un foyer de contamination, a poussé les autorités locales à durcir le confinement de 13h à 5h du matin dans 18 communes sur les 60 que compte la wilaya. اللجنة الولائية لولاية سطيف ارتأت أخذ الإجراءات بجدية بعد الواحدة لا حركة في المدينة في كل المدن. نزيد ثاني قرار هام جدا toutes les autorisations اللي تمدوا par les chefs de daïra par الوالي par الامين العام للولايه يعني السابق sont annulés انظر ما عدا اصحاب المصانع. Un appel au civisme et à la discipline du citoyen a été lancé pour les 2 prochaines semaines afin de casser la machine de la propagation. Je pense qu'il sera donc effectif et il donnera des résultats parce que la différence cette fois-ci c'est que les autorités de la wilaya sont avec nous et considèrent que le confinement doit se faire d'une manière rigoureuse. Les 18 communes sont tenues au strict respect de ce confinement où toute activité commerciale ou autre regroupement sont interdits durant cette période. On revient à Alger, à l'établissement hospitalier de Rouiba qui affiche complet en permanence. Les admissions sont quotidiennes et les blouses blanches travaillent sans repos et appellent la population à respecter les mesures barrières pour faire baisser la pression sur les services hospitaliers. Reportage Yamina Saïchi. Nous sommes au service médecine interne de l'hôpital de Rouiba. Une nette augmentation de cas confirmés de coronavirus a été observée sur le territoire national. Ici, tous les services sont complets. À l'instar des autres hôpitaux du pays, cet établissement sanitaire n'échappe pas à l'afflux incessant des malades atteints de la Covid-19. Les 3 unités, Dieu sait, chaque jour, elles sont saturées. On est inondé, il y a un afflux très important de patients qui viennent pour hospitalisation pour Covid-19. Chaque jour, il y a des patients. Dès qu'on fait sortir des malades, il y a d'autres malades qui attendent leur tour d'hospitalisation. Tous les patients que nous avons rencontrés sont unanimes. Ils exhortent à plus de vigilance. Sincèrement, il faut prendre des précautions. C'est un virus qui lâche personne. Les gens ne sont pas conscients du danger que représente cette maladie. Mon mari, il est à l'ARIA. Il est grave à l'ARIA. Je suis resté hospitalisé pendant 6 jours. La prise en charge est bonne, mais les médecins sont dépassés. Même si la prise en charge est sans faille, les établissements hospitaliers sont saturés. Les médecins appellent les citoyens à plus de vigilance, à observer les règles d'hygiène et de distanciation physique. Tout autre sujet à présent, rénovation et extension du réseau AEP à Msila, une priorité du secteur des ressources en eau. C'est ce qu'a affirmé hier le ministre des Ressources en eau, Al-Sqi Barqi, en visite de travail dans la wilaya. Yannis Saïd Belqassam. Pour le renforcement de l'alimentation en eau potable et faire face à la pénurie dans plusieurs communes de la wilaya de Msila, le ministre des Ressources en eau Al-Sqi Barqi a insisté sur la nécessité d'accélérer l'acquisition et l'installation des équipements de la station de déminéralisation d'eau potable au profit des différentes communes. La wilaya de Msila souffre d'un déficit en eau potable comme la majorité des wilayas des hauts plateaux. Ce manque d'approvisionnement en eau potable est dû au manque de matériel mais aussi à la non-réalisation de projets.
En outre, le ministre Al-Sri Baraqi a fait état de l'octroi d'une rallonge de 50 millions de dinars pour parachever les travaux de la station de traitement d'eau qui alimentera la ville de Msila. Il a aussi préconisé de constituer une commission de suivi des pannes qui touchent les réseaux d'eau potable dans cette wilaya. Dans les prochaines semaines, 9 communes de la wilaya de Msila seront alimentées de manière régulière en eau potable. Pour ce qui est des autres communes, nous avons préparé un programme d'urgence qui sera financé par le ministère des Ressources en eau pour la réalisation de 10 puits, ce qui permettra à plusieurs communes d'être alimentées en eau potable. Le ministre des Ressources en eau Al-Sri Baraqi a également relevé que le transfert des eaux du barrage de Teslit de la wilaya de Bouira atténuera le déficit en eau potable de la commune de Hammamdla. Justice à présent, poursuite du procès de l'homme d'affaires Mahidine Tahkout au tribunal de Sidi Mohamed à Alger. L'audience du procès de Tahkout, poursuivi dans diverses affaires de corruption, a été levée hier mardi en fin de journée par le président de la section des délits au tribunal de Sidi Mohamed pour sa reprise aujourd'hui avec l'audition d'autres accusés et des parties civiles. L'essentiel de l'actualité à l'étranger à présent, en bref, avec Yamina Saïdji. La période de présentation des candidatures pour remplacer Roberto Azevedo à la tête de l'Organisation mondiale du commerce, ouverte le 8 juin, prendra fin aujourd'hui, 8 juillet. Les candidats vont être invités à rencontrer les 164 membres de l'OMC lors d'une réunion extraordinaire afin de présenter leur point de vue et répondre aux questions des diplomates. Il n'y croyait pas, il en est pourtant atteint. Le président brésilien Jair Bolsonaro a annoncé avoir contracté le coronavirus. Le Brésil, qui connaît actuellement plus d'1 600 000 cas de coronavirus et près de 67 000 décès. Donald Trump a fini par mettre en exécution ses menaces de retirer son pays de l'Organisation mondiale de la santé. L'annonce a officiellement été faite après un nouveau record de contamination aux USA. Une décision controversée du côté des démocrates qui comptent jouer cette carte pour conquérir la Maison-Blanche. L'adversaire de Trump, le candidat à l'élection présidentielle Joe Biden, a affirmé dans un tweet que les États-Unis rejoindront l'Organisation mondiale de la santé s'ils venaient à remporter le scrutin de novembre contre Donald Trump. Le centre d'appel de Bichkek, capitale de Kyrgyzstan, est inondé. Les bénévoles sont débordés par la deuxième vague de coronavirus qui s'abat sur plusieurs pays d'Asie centrale. Selon le gouvernement, la ville de Bichkek est devenue le nouvel épicentre de l'épidémie en Asie. Ces armes datent de plus de 52 ans. Elles sont toujours dans leur cache. Un bunker secret sous un café du centre-ville de Ho Chi Minh au Vietnam. 2 tonnes faisant partie des armes utilisées lors de l'offensive de 1968, un tournant dans la guerre du Vietnam. Elle se trouve sur les bords de l'Oronte, dans la ville de Hama en Syrie, et date de plusieurs siècles. Cette gigantesque noria, qui fait la fierté des habitants de la région, fait face à la modernité et tente de maintenir sa place grâce à ses ouvriers qui assurent son entretien dans un pays déchiré par la guerre. Marine Le Pen, chef de parti d'extrême droite, le Rassemblement, a réagi aux dernières déclarations des autorités algériennes concernant l'importance de la reconnaissance par la France des crimes coloniaux et des excuses officielles en s'attaquant frontalement à l'Algérie et son économie. Pour en parler, nous avons par téléphone, à partir de Paris, la politologue et militante anticolonialiste Françoise Vergès. Au moment où la France enregistre un recul du PIB de plus de 9% et que la crise s'accentue, comment qualifiez-vous ces déclarations, Madame Vergès ? Nous ne sommes pas étonnés, évidemment, que Marine Le Pen ait de telles réactions, mais comme vous le soulignez, ce n'est quand même pas à la France, ce n'est jamais à la France de donner des leçons à qui que ce soit. Et certainement pas à un pays qu'elle a colonisé, qu'elle a exploité et qu'elle a laissé derrière. Et quand elle a terminé sa colonisation, qu'elle a laissé dans une situation extrêmement difficile. Toutes les colonies françaises, quand la France les a quittées, n'avaient pas connu particulièrement de progrès, ni dans la santé, ni dans l'éducation. Tout ça, au moment où la pauvreté grandit en France.
Madame Le Pen semble ne pas pouvoir se défaire de son complexe vis-à-vis de la révolution algérienne et des crimes coloniaux au moment où plusieurs voix s'élèvent pour les dénoncer et appellent à la reconnaissance de ces actes ignobles afin d'avancer dans des relations bilatérales plus apaisées. Quel est votre commentaire ? Nous allons essayer de reprendre la communication avec Madame Vergès. Donc, on poursuit notre édition. Les camps de concentration et de détention étaient très nombreux, justement, durant la colonisation française, répartis sur l'ensemble du territoire national. Ils servaient à la torture et aux pires sévices de l'armée coloniale. Des centaines, voire des milliers de moudjahidines ont connu ces lugubres centres. Nous sommes allés du côté de Tipaza pour recueillir des témoignages sur le centre de Gherdous. Reportage Abdelmajid Bankassi. Gherdous, c'est un camp de concentration. Quand ils font le tri, les deux femmes, ça veut dire ah oui, des tortures extraordinaires. Il y a des Français qui racontent. J'ai un cousin à mon père, qu'un femme. Il a raconté, il y a d'ailleurs une film la RTA, le vieux il raconte les tortures qu'il a subies là-bas. Le bonhomme qu'on va voir, il était là-bas. Il a été torturé à mort. 4 jours, marbout fi rjal. Ils l'ont pendu pendant 4 jours et 4 nuits. على رجل وحده وخلي لي زوت تورتور فوالا واحد يحكي لي لو كوزان ils l'ont crucifié سبهم ils l'ont crucifié comment qu'ils font بعد ils les attachent ils les laissent mourir de faim et de soif باش les autres prisonniers يسمعوا بالك ils vont parler alors يحكي يسمعوهم امان دولو حتى يروحوا يموتوا ils les prennent avec un camion ils le jettent dans un talveg un oued plus loin. C'est le fils d'une famille de martyrs, les Oudaï, qui parlent. Le camp de détention et de torture de Gherdous, dans la commune de Sidi Semian du côté de Tipaza, tristement célèbre et connu dans la région. De nombreux moudjahidines sont passés par là, parmi eux Ami Mohamed, âgé aujourd'hui de près de 90 ans. Lui aussi s'en souvient. Nous l'avons rencontré sur les monts de Cherchel. Il nous raconte les terribles sévices qu'il avait endurés durant sa détention. Mais pas seulement, il nous parle aussi des moudjahidines qu'il avait accueillis ici chez lui. Entre autres, Hamim Darbalou, un ancien compagnon d'armes d'Amara Rachid et de Zuleyha Oudaï, une martyre de la région. Ils nous pendaient d'un pied et laissaient l'autre balancer pour nous faire parler. C'était terrible. Nous restions des jours suspendus. C'était cela les sévices du camp de Gherdous. Quant aux moudjahidines que j'ai accueillis, il y a le Hajj Ahmed, le mari de Lala Zuleyha Oudaï, et Hamim Arbalou. Ils étaient réfugiés ici chez moi. Il y avait un grand arbre ici, dans ce maquis. Il n'est pas le seul à avoir connu la détention et les prisons coloniales de l'armée française. Mohamed Arbalou, un autre ancien résistant de la région de Cherchel, a creusé dans sa mémoire et a fait un saut de plus de 60 ans dans le passé. Il nous parle même de son frère Hamim Darbalou, un résistant de la région. Je suis un ancien détenu. Là, au niveau de Cherchel. Au niveau de Cherchel. Le premier détenu au niveau de Cherchel. Et vous êtes resté combien de temps? Je suis donné 2 fois. La première fois, j'ai passé une année, plus qu'une année. D'abord, il a déserté. C'est la grève des étudiants. Il a déserté. Il a rejoint l'organisation. Il a rejoint l'organisation civile d'abord. كان عرف عبان رمضان عرفوه Et au bout, la victoire
du 5 juillet, le jour de l'indépendance, une indépendance chèrement payée, grâce à tous ces hommes et femmes à qui nous rendons un grand hommage. Alors nous avons pu reprendre la communication avec Madame Françoise Vergès. Madame Vergès, rebonjour. Donc on revient sur les déclarations de Marine Le Pen, chef de parti national d'extrême droite, et ses attaques frontales contre l'Algérie et son économie. Alors on vient de le voir dans ce reportage, voir les sévices de l'armée coloniale qui sont encore visibles au moment où plusieurs voix s'élèvent pour les dénoncer. Quel est votre commentaire aujourd'hui ? Mon commentaire, c'est que la France a encore beaucoup à faire pour confronter son passé colonial et les crimes que l'État français a commis dans toutes ses colonies, et particulièrement évidemment en Algérie, mais aussi au Cameroun, à Madagascar et au Vietnam. On est encore très loin du compte pour qu'il y ait une vraie réparation de ce qui a été fait. Très loin du compte. Réagit la classe politique française face à ces attaques haineuses et spécialement à ce moment précis? Eh bien, justement, en France, où on connaît de grandes difficultés, où finalement il y a même des enfants qui ont faim, dans un des pays les plus riches du monde, je ne vois pas comment la France peut donner des leçons à des pays qu'elle a colonisés pendant tant de siècles et qu'elle a exploités. Et que ce qu'on vient d'entendre, effectivement, comme vous le rappeliez, de témoignages de personnes qui souffrent encore et d'un pays qui continue effectivement à connaître les blessures de ces luttes pour une indépendance tout à fait justifiée et méritée. Alors, Madame Françoise Vergès, merci d'avoir été avec nous et merci surtout d'avoir répondu à nos questions concernant les déclarations de Marine Le Pen, chef de parti d'extrême droite nationale de Rassemblement. Voilà qui termine cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.